Soyez les bienvenus. Je remercie Madame Scolan et Monsieur Ducré pour la présentation de leur ouvrage en avant-première. Donc c'est vraiment une première. L'ouvrage n'a pas encore été mis en vente. Donc merci beaucoup de nous faire cet honneur de nous présenter en avant-première votre ouvrage. Madame Scolan est directrice de projet climat au sein de la direction stratégie à la Caisse des dépôts, et Monsieur Ducré est conseiller à la Caisse des dépôts pour le changement climatique. Et Monsieur Ducré est également président de l'Institut I4C. Et I4C, vous me corrigez si je me trompe, Monsieur Ducré, I4C analyse les enjeux économiques qui sont liés aux politiques relatives au climat. Donc c'est ça. Et je me permets aussi de vous présenter un peu notre institut, si vous permettez. On organise des instituts CDG. On organise des ateliers de travail pour des petits groupes, des groupes réduits sur des thématiques liées au domaine stratégique de la CDG. On participe à des cercles de réflexion où on les met en place pour aussi des sujets d'actualité. Et on participe aussi au rayonnement de la CDG à travers des conférences grand public, mais rayonnement durable, pas, ne vous en faites pas. On n'émet que des ondes positives. Et donc, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, Madame Scolan et Monsieur Ducré vont nous présenter leur ouvrage. Et je pense que c'est le climat, un défi pour la finance. C'est bien ça. Donc, ce que j'ai pu comprendre, voilà. Ce que j'ai pu comprendre, c'est que actuellement l'objectif mondial est de maintenir le réchauffement climatique en deçà de 2 degrés. Et donc pour ce faire, il faut revoir les investissements. Donc orienter cesser d'investir dans les secteurs qui sont fortement émetteurs de carbone et orienter ces investissements vers les investissements verts. Mais reste à savoir, est-ce que le secteur financier est prêt pour accueillir ces investissements? Donc c'est ce que vont nous présenter Madame Scolan et Monsieur Ducré, et nous laisser aussi la curiosité de lire l'ouvrage. Présentez-nous, mais laissez-nous la curiosité aussi. Bien sûr. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci infiniment à la Caisse de dépôt et de gestion. C'est pour nous un honneur. C'est vous qui nous faites un honneur de nous permettre de présenter ce livre en avant-première ici à Rabat au Maroc, à la veille de l'ouverture de la COP22 à Marrakech, en sachant d'ailleurs que la Caisse des dépôts et de gestion va y jouer un rôle très important. Comment dire, ce livre, je voudrais tout d'abord vous dire que c'est un livre qui s'adresse aux financiers, aux gens qui appartiennent au monde de la finance et qui ne connaissent pas bien les questions du climat et qui se demandent en quoi ça les concerne, mais qui s'adresse aussi aux gens qui connaissent bien les questions du climat et qui ignorent toute la finance et souvent s'en méfient pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Donc c'est ces deux publics auxquels nous avons voulu nous adresser en écrivant ce livre. Et puis il y a un troisième public, c'est celui de ceux qui connaissent bien les deux sujets, qui sont familiers des questions financières et des questions de climat, et ceux-là s'y reconnaîtront parce qu'en fait, ils sont les héros de l'histoire que nous racontons dans ce livre. À toi. Alors, à travers ce livre, nous avons voulu faire l'histoire de la finance climat. C'est une histoire à laquelle l'un comme l'autre, nous avons participé depuis 10 ans. Et cette histoire, elle s'est accélérée depuis le tournant de 2010 environ, et singulièrement depuis, je dirais, 2014. Par exemple, en 2012, un think tank anglais qui s'appelle Carbon Tracker a défini des notions très neuves, des concepts comme les stranded assets, la carbon bubble, qui, on pourra en parler ensuite si vous le souhaitez,
qui ont complètement révolutionné l'appréhension du risque financier. En 2014, des investisseurs se sont organisés en grande coalition internationale pour s'engager à l'avenir d'abord à mesurer l'empreinte carbone de leur portefeuille, mais pour certains aussi à réduire cette empreinte carbone. Donc l'empreinte carbone, en fait, il s'agit de la mesure des émissions de gaz à effet de serre qui sont financées par les investissements réalisés par ces investisseurs. En 2015, certains de ces investisseurs ont également profité des assemblées générales d'actionnaires de certaines entreprises fortement émettrices, par exemple des producteurs de pétrole ou bien de charbon, tels que ExxonMobil ou Glencore, etc., pour déposer des résolutions en assemblée générale demandant à ces entreprises de définir et de rendre publique leur stratégie sur le climat. Et si je peux me permettre, Maria, pas au nom de la morale, mais au nom de leurs intérêts financiers. C'est ça qui est très important. C'est ça. Partant du principe qu'ils doivent défendre des intérêts financiers de très long terme, en raison, s'ils sont des fonds de pension, des droits qu'ils devront verser à l'avenir jusqu'à 50 ans, jusqu'à dans 50 ans, pour leurs adhérents. Sur le volet politique aussi, ça a beaucoup avancé tout récemment. Par exemple, en 2014, les Nations Unies ont lancé une grande enquête connue sous le nom de l'UNEP Inquiry into a Sustainable Financial System. Et par cette enquête, ils sont allés investiguer les systèmes financiers nationaux à travers le monde pour voir lesquels prenaient en compte le développement durable et de quelle façon on pouvait le faire. Et contre toute attente, les résultats de cette enquête, qui ont été publiés à la fin 2015, ont montré que ce sont dans des pays émergents, et parfois même dans des pays moins développés, que se mettent en place les politiques financières les plus intéressantes pour orienter les flux de capitaux en faveur du climat. Enfin, un dernier exemple, en 2015, le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Mark Carney, qui est par ailleurs le président du FSB, c'est-à-dire du Fonds de stabilité financière international rattaché au G20, et Michel Sapin, ministre français des Finances à l'occasion de la présidence française de la COP21, se sont en quelque sorte fait la courte échelle pour hisser le risque climatique, la prise en compte du risque climatique, dans le sein des seins de la stabilité financière, c'est-à-dire au G20. Donc, comme vous le voyez, cette évolution, elle est récente, mais elle est très spectaculaire. Et si je peux me permettre, en 2015 également, nous avons organisé un événement, le premier événement international sur la finance climat, à Paris, le Climate Finance Day. Et nous avions donné à cet événement le sous-titre de « How to Shift the Trillions », c'est-à-dire comment faire en sorte de réorienter ce qu'on mesure en milliers de milliards de dollars ou d'euros ou de dirhams, enfin encore plus. Et donc parce qu'il s'agit bien de cela, c'est-à-dire de moins de trouver des nouveaux capitaux, mais de réorienter les capitaux qui sont disponibles. Et bien finalement, l'accord de Paris, qui a été adopté en décembre 2015 et qui vient qui va rentrer en vigueur à l'occasion de la COP22, a jugé cet objectif de réorientation des capitaux très important, puisque dès son article 2, il stipule que un des grands objectifs de l'accord est que les flux de capitaux mondiaux doivent devenir cohérents avec les objectifs climatiques qui sont doubles: maintenir le réchauffement climatique en deçà de 2 degrés et adapter l'ensemble des sociétés au réchauffement climatique qui sera inévitable. Donc, dans ce sens, cette évolution rapide et spectaculaire a rendu ce livre assez positif, parce que cette évolution n'est pas terminée.
Oui, on peut dire d'ailleurs que nous sommes de ce point de vue assez optimistes. Comment ne pas l'être quand on constate ces évolutions extrêmement rapides qui ont bouleversé en fait la place prise par le climat dans les préoccupations de l'industrie financière au cours des dernières années, et dont Maria vient de vous donner quelques illustrations. Ceci dit, si nous sommes plutôt optimistes, nous sommes aussi réalistes. C'est un livre réaliste, au sens où nous parlons de la finance telle qu'elle est, et non pas telle qu'elle devrait être. Ce n'est pas un livre prescriptif. Ce n'est pas un livre où nous disons voilà ce qu'il faut faire, ou voilà où il faut tout changer. Non, nous partons de l'industrie financière dans son organisation actuelle, dans la diversité de ses métiers, la banque, l'assurance, la gestion d'actifs, les services. Nous partons de l'industrie financière dans son cadre de contraintes, les régulations, les réglementations. Et nous montrons qu'en fait, dans ce cadre existant, les moyens d'agir existent déjà. Et qu'il n'y a plus de véritable excuse, en quelque sorte, pour ne pas se préoccuper d'un objectif qui est un objectif universel, qui est de limiter l'augmentation de la température moyenne à 2 degrés au grand maximum. Bien sûr, les aménagements des réglementations, les politiques publiques peuvent accélérer les choses, mais dès maintenant, dans le cadre existant, l'industrie financière peut apporter sa contribution à la transformation de l'économie mondiale. Alors, qu'y a-t-il dans ce livre? Ce livre dresse un panorama de la finance climat. Parce que nous sommes sûrs d'ailleurs, que la finance climat n'est pas un secteur d'activité, que ça n'est pas une activité de niche à l'intérieur des établissements financiers. C'est une préoccupation, une exigence qui doit être transverse aux acteurs de la finance, depuis la définition de stratégie jusqu'au back-office, en passant par les opérations financières. Et comment dire, la finance n'est pas non plus réservée aux financiers du Nord. Elle concerne également les établissements, les secteurs financiers des pays en développement. Quand on pense à finance climat, évidemment, on a en tête les 100 milliards de dollars de transferts qui ont été promis à titre annuel à partir de 2020 des pays développés vers les pays du Sud, mais les besoins de financement vont bien au-delà. Et c'est pour ça que nous pensons que les banques publiques, qu'elles soient nationales ou qu'elles soient de développement, peuvent aider grandement à faire levier, attirer les capitaux privés pour financer la transition bas carbone. Donc, je vous parlais d'un panorama. Ce livre s'intéresse aux 3 grands métiers de la finance, les investisseurs, les banquiers, les assureurs, mais aussi les prestataires de services, que sont par exemple les bourses, les fournisseurs d'indices, les agences de notation. Et au-delà de cette approche de métier, nous faisons un développement plus précis sur 2 outils financiers qui nous paraissent très importants pour réaliser le financement de la transition bas carbone, c'est-à-dire les obligations vertes, mais aussi le financement des infrastructures vertes ou durables en mode projet. Donc vous voyez, c'est un livre descriptif qui décrit un panorama, comme l'a très bien dit Maria, et qui est un panorama ordonné, c'est-à-dire que nous avons essayé de replacer tout ça dans une vision, comment dire, simple de ce qu'est l'industrie financière aujourd'hui. C'est aussi un livre narratif, et je pense que de ce point de vue, il est agréable à lire et notamment intéressant pour ceux qui n'ont pas suivi cette histoire récente, que nous décrivions tout à l'heure. Mais pour autant, c'est aussi un livre où nous défendons de fait un certain nombre de positions, des thèses. C'est un livre qui prend position, même si, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas un livre prescriptif. Et il y a des thèses qui sont explicites dans le livre et d'autres qui sont implicites, mais je peux vous les énumérer très rapidement. Nous n'avons pas mis notre drapeau dans notre poche.
La première idée que nous défendons, c'est très simple. C'est que la transformation économique de l'économie mondiale est possible. Elle est très ambitieuse, c'est toute l'économie mondiale qu'il faut transformer pour atteindre l'objectif de limitation à 2 degrés du réchauffement. Mais c'est possible, c'est à notre portée. C'est pour ça d'ailleurs que ce serait très grave de ne pas y arriver, parce que nos enfants nous le reprocheront terriblement. C'est encore à notre portée, et ça se joue dans les 20 ans qui viennent. C'est à notre portée, et dans une large mesure, c'est déjà engagé. C'est déjà engagé partout dans le monde. Et la question fondamentale, c'est la question de l'accélération. Comment faire pour accélérer une mutation qui est déjà engagée, qui est rendue possible d'ailleurs par l'évolution des technologies et par une multitude d'évolutions du monde. Étant entendu que, comme le disait Maria tout à l'heure, d'un point de vue financier, le sujet principal, c'est la substitution. Ce n'est pas de savoir comment on peut trouver de l'argent en plus. Bien sûr, il y a des problèmes à certains endroits, dans certains pays, sur certains secteurs de ressources additionnelles. Mais l'essentiel du problème, c'est la substitution. C'est faire ceci plutôt que cela. Et dans bien des cas, il est d'ailleurs plus difficile d'arrêter de faire certaines choses, et notamment de financer des secteurs qui sont très émetteurs, que de se mettre à faire des choses nouvelles, par exemple financer des énergies renouvelables ou une agriculture plus durable. C'est là où les questions de transition sont effectivement particulièrement délicates, parce qu'elles créent des problèmes de reconversion d'emploi, etc. Donc ça, c'est notre premier point. La deuxième idée que nous défendons, c'est que l'essentiel du sujet financier de cette transformation se joue sur les financements privés. C'est tout simplement de l'arithmétique. Le marché des capitaux mondial, c'est pour l'essentiel de la finance privée. Le meilleur exemple de cela est donné par la Chine, pays dont l'emprise du secteur public sur l'économie est très forte, comme vous le savez. Et pourtant, la Chine, qui a probablement fait l'exercice le plus complet au monde de planification du verdissement de son économie, la Chine estime que les ressources publiques ne compteront que pour 15% dans le financement du verdissement de l'ensemble de son économie. Et que c'est les 85% de mobilisation de l'épargne privée qui seront déterminants, et pour ça, elle se dote de politiques qui permettent d'orienter correctement les financements privés. De ce point de vue, et c'est la troisième position que nous défendons, bien sûr, les politiques publiques sont très importantes. Les politiques publiques qui permettent d'envoyer les bons signaux à l'économie réelle, de façon à ce que les financiers s'alignent en quelque sorte sur les besoins de l'économie réelle. À commencer par la fameuse question du prix qu'il faut donner au carbone, quelles que soient les modalités de ce prix, taxes ou système de quotas, peu importe. Sujet que d'ailleurs nous détaillons dans le livre parce que c'est un sujet que nous connaissons bien et depuis très longtemps. Mais ce que nous pensons, c'est qu'on ne peut pas, et il n'est pas nécessaire d'attendre que l'ensemble des politiques publiques mondiales soient alignées. En fait, ce que nous pensons, c'est qu'il y a déjà suffisamment de signaux qui sont envoyés par des initiatives locales, nationales, internationales, pour que les financiers commencent eux-mêmes, dès maintenant, à jouer leur rôle de nouvelle allocation des capitaux, ce qui est la fonction de l'industrie financière, comme disent les économistes. La quatrième idée que nous défendons, c'est que le moteur principal de cette réorientation des capitaux par l'industrie financière, c'est tout simplement la prise en compte des risques qu'il y aurait à ne pas agir ou à agir trop tard. Et parallèlement, la prise de conscience du fait qu'il y a des opportunités à saisir en anticipant correctement sur ce que va devenir l'économie, sur ce qu'elle peut devenir. En gros, si on n'agit pas suffisamment vite, on risque de perdre beaucoup d'argent. Et si on agit intelligemment en anticipant, on peut en gagner beaucoup aussi. Et ça, c'est un moteur extrêmement puissant et d'une certaine façon la bonne nouvelle pour la transformation de l'économie mondiale, c'est que ce n'est pas la morale qui est ou la préoccupation seule de l'avenir qui est à la manœuvre, c'est tout simplement les mécanismes économiques de base qui sont en train de se déformer en faveur d'une économie neutre en carbone. De ce point de vue, et c'est l'autre idée que nous défendons, le rôle de l'argent public
l'utilisation stratégique de l'argent public est essentielle. L'argent public est minoritaire, et quand je dis argent public, c'est un terme générique pour désigner à la fois l'argent des collectivités locales, l'argent des États, l'argent qui vient des contribuables en fait, ou l'argent des contribuables transformé dans le bilan des institutions financières publiques mondiales, que ce soit des banques multilatérales, des banques de développement bilatérales, ou des institutions financières publiques domestiques, comme la Caisse de dépôt et de gestion, ou comme notre maison, la Caisse des dépôts française, qui ont un rôle elle aussi très important d'orientation. Et nous pensons que cette utilisation stratégique de l'argent public, c'est probablement aujourd'hui, nous y consacrons presque tout un chapitre, le principal facteur d'accélération de l'évolution du système financier et de la transformation économique. Il faut utiliser intelligemment l'argent public qui est rare. Il faut l'utiliser d'une part pour le diriger vers les secteurs où ne se portera pas l'argent privé. Bien sûr, les plus démunis, les mutations que j'évoquais tout à l'heure, les transformations qui sont les plus délicates à opérer, mais aussi pour faire levier sur les financements privés, pour améliorer dès maintenant les couples, le rendement risque des investissements dans le domaine, par exemple, des énergies renouvelables, de l'efficacité énergétique, des transports durables, etc., pour amener les financements privés à s'y porter. Ce qui d'ailleurs rend absolument comment dire, essentiel toutes les mesures de fléchage, de traçabilité des flux de capitaux publics et privés. Et ça ne vous étonnera pas d'ailleurs si j'en profite pour saluer le think tank dont j'ai l'honneur d'être président et qui, I4C, et qui s'est fait une spécialité justement de ces travaux consistant à flécher les financements, l'évolution et la déformation des financements, ce qui est essentiel pour leur pilotage. Et enfin, je terminerai en disant que la dernière idée que nous défendons, et Maria l'a évoqué tout à l'heure en disant que notre panorama était un panorama global qui ne concerne pas que le Nord, mais qui concerne tout autant le Sud, c'est que la chance principale de cette transformation de l'économie et de l'apport de la finance à cette transformation, c'est sans doute le fait que parallèlement se mette en place à l'échelle du monde une nouvelle vision du développement, une nouvelle vision nord-sud qui dépasse, qui dépasse, oui, disons-le comme ça, qui semble être capable de dépasser l'ère post-coloniale. C'est-à-dire, en gros, pour résumer, l'idée que le fait qu'il y a un consensus qui a été d'ailleurs matérialisé par l'adoption des objectifs de développement durable universels à New York l'année dernière, en 2015, point aussi important d'ailleurs que les conclusions de l'accord de Paris, adoption qui est venue après la conférence d'Addis Abeba, et qui, officialise un consensus sur le fait que les objectifs du développement valent pour tous, pour le Nord comme pour le Sud, que le passage direct à une économie verte, respectueuse des ressources, pour les pays en développement n'est pas une nouvelle forme de domination en quelque sorte des pays du Nord sur les pays du Sud, mais une chance pour les pays en développement, une chance à saisir, et que bien sûr, il y a besoin de transferts. Il y a besoin de transferts internationaux du Nord vers le Sud, c'est la fameuse question des 100 milliards que nous expliquons en détail, mais que l'essentiel des ressources du développement, partout où c'est possible, ça doit être les ressources du développement endogène, les ressources de l'épargne domestique. Et de ce point de vue-là, pour une institution comme la Caisse de dépôt et de gestion du Maroc, qui gère une partie importante de l'épargne domestique du pays, bien sûr, ça donne le cadre, en quelque sorte, de son rôle stratégique dans la nouvelle donne mondiale et dans la politique climatique du Royaume. Voilà les quelques idées que nous défendons avec conviction dans cet ouvrage qui, encore une fois, est avant tout il y a toujours des idées, quoi qu'on fasse, même si on veut être descriptif, donc il ne faut pas les cacher. Mais avant tout, je crois qu'il est pédagogique, et descriptif, et narratif. On est à votre disposition pour répondre à vos questions, en essayant de ne pas trop déflorer le livre, malgré tout. Merci.
Merci, je m'appelle Gilles Philippe, représentant de l'Alliance marocaine du climat et du développement durable au Maroc. Donc, je suis membre du comité de pilotage. La première des choses, donc, je vous remercie de ce travail. Je pense qu'il est parmi les premiers travaux édités dans le cadre finance-climat, parce qu'il est intéressant. Et comme vous venez de dire, donc il trace un petit peu, il arrête un petit peu un panorama finance et climat. Moi, la question que je pose, donc, parce que vous savez, dans le livre, donc, il y a retracé un petit peu le panorama climat-finance. Est-ce que ce livre n'a pas, ça veut dire analyser donc, la contribution des financiers dans les effets des changements climatiques? Normalement, les finances, on n'a pas de responsabilité sur le changement climatique. Donc, est-ce que ce livre n'a pas évalué cette part de responsabilité? Merci. J'ai peur d'autres questions? Répondre à 2 ou 3 questions? Oui. Tout à l'heure, lors de votre présentation, vous avez parlé de politique publique et à leur capacité à donner des signaux positifs. Pouvez-vous nous donner un ou 2 exemples de politiques publiques ayant justement fonctionné ou ayant donné des signaux allant dans le bon sens? Merci. Merci beaucoup. Puis également comme mon camarade acteur associatif dans le domaine de l'environnement, et je représente un collectif qui s'appelle le Collectif marocain pour le climat et la durabilité. Et sincèrement, je vous félicite pour cette initiative qui me semble extrêmement importante pour régler le problème de la finance climat ou la finance environnement ou la finance développement durable, parce que finalement tout est lié. Je pense effectivement qu'il faut être optimiste. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, il faut être également réaliste. Il y a à peu près une quinzaine de jours, 3 semaines, on a organisé ici au Maroc une grande rencontre sur cette problématique du financement au climat et particulièrement le financement de la tranche adaptation au climat. Et il y avait bien sûr tous les grands bailleurs de fonds du monde, les grandes banques, les investisseurs, tout le monde était là. Et la conclusion qu'on peut tirer, c'est que effectivement, il y a un progrès pour la tranche énergie renouvelable. Et d'après ce qu'on a vu, ça représente à peu près 30 à 35% des portefeuilles de l'ensemble des grandes banques. Mais le problème, c'est au niveau de l'aspect adaptation au climat, au changement climatique, qui intéresse particulièrement les pays en voie de développement. Et là, nous avons constaté une vision, je ne dirais pas restrictive, mais il n'y a pas de visibilité au niveau des bailleurs de fonds pour cette tranche. Parce que, tout simplement, l'adaptation est liée au contexte local, à beaucoup de risques. Le risque, il faut le dire. Et là, on n'a pas vu réellement d'avancée. Alors donc, je pense que là, il faut un petit peu aller de l'avant pour essayer de trouver le moyen d'encourager les bailleurs de fonds à investir dans cette partie de l'adaptation, comme ils l'ont fait pour les énergies renouvelables, parce que les énergies renouvelables, c'est beaucoup plus clair. Alors, en ce qui concerne les multinationales, et la volonté un petit peu de, comme vous avez dit tout à l'heure, la morale par rapport à l'intérêt, etc. Là également, il y a des choses très sincèrement qui nous effraient. Je viens de rentrer d'une rencontre à Hawaï dans un congrès mondial pour la biodiversité, et je vous dis quelques indicateurs. Le pourcentage du commerce illégal d'ivoire,
de la pêche, du bois dans le continent africain par les multinationales représente plus de 50%. Et là, c'est extrêmement difficile à redresser la situation. Donc, il y a une moralité à développer au niveau mondial, au niveau des multinationales. Et il faut réellement une volonté pour que ce domaine soit maîtrisé. Vous avez parlé tout à l'heure également des 100 milliards. Voyons un petit peu l'histoire. Les pays développés, depuis très longtemps, ont prévu de donner un certain pourcentage, 0,7% de leur budget pour développer, pour aider les pays en voie de développement à surmonter les difficultés financières. Mais le bilan de cette opération est extrêmement faible. Donc alors on s'interroge. Depuis Johannesburg en 2002, où il a été décidé d'intégrer les entreprises dans la question de l'économie verte, etc., je crois qu'on peut dire que maintenant le bilan n'est pas très positif. Alors, nous, les pays en voie de développement, on se pose la question, est-ce qu'il y a réellement une volonté pour résoudre ce problème de changement climatique qui nous menace tous, aussi bien les pays développés que les pays en voie de développement. De toute façon, très sincèrement, je vous félicite pour cette initiative parce que c'est une contribution à la réflexion et pour essayer de trouver une solution à ce problème qui est extrêmement complexe. On peut peut-être commencer, puis on prendra ensuite une série de questions. Maria, tu peux commencer sur la responsabilité de la finance. C'est clair que la finance a une responsabilité dans les secteurs qu'elle finance. Donc, qu'ils soient très émetteurs ou pas très émetteurs. Et c'est ça ce dont on vous a parlé, c'est ce mouvement de responsabilité des investisseurs qui disent non, maintenant nous avons une vision de long terme et nous réduisons les financements au secteur extrêmement émetteur. On peut même dire que d'une certaine façon, que cette responsabilité prend une toute autre connotation à partir du moment où elle est présentée par une autorité mondiale comme le président du FSB, Mark Carney, comme le disait Maria tout à l'heure, qui dit aux financiers, vous avez 3 risques. Vous avez un premier risque qui est le risque physique, qui touche d'abord les assureurs. Vous avez un deuxième risque qui est le risque de transition, c'est-à-dire le fait qu'un certain nombre de vos actifs, si vous continuez, qui produisent beaucoup d'émissions, si vous continuez à les garder dans vos portefeuilles, vont perdre toute leur valeur à un moment ou à un autre. Et puis un troisième risque, qui est ce qu'on appelle le risque de passif, ou plus exactement, le risque, pour le dire franchement, un risque de contentieux. Et ça, c'est peut-être celui qui s'exerce à plus court terme. Donc, vous voyez que ce risque-là est un moteur extrêmement important. N'oublions pas quand même que c'est une constante dans l'humanité. Hein, le moteur de la peur du risque, en quelque sorte, ou même la peur du gendarme, est extrêmement puissant. Et aujourd'hui, il commence à être activé pour les financiers qui prennent conscience du fait qu'on leur demandera des comptes. Ce n'est plus possible de dire que vous ne saviez pas. Et ça, c'est un facteur de responsabilité autrement plus puissant que celui qui était seulement celui que on s'est limité à la responsabilité sociétale. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, concrètement aussi, comme je vous le disais, les financiers ont conscience de leur responsabilité. Et ça date pas d'hier, depuis environ 15 ans, il y a ce qu'on appelle le mouvement de l'investissement socialement responsable, qui envisage les décisions d'investissement au regard non seulement de critères financiers, mais aussi de critères extra-financiers liés à l'environnement, aux aspects sociaux de leurs décisions et à la gouvernance des entreprises dans lesquelles ils investissent. Ce qui est nouveau maintenant, c'est que au bout de 15 ans, assez récemment, certains ont essayé de se centrer sur ce qui est matériel dans ces critères.
c'est-à-dire ce qui peut peser effectivement sur, ça rejoint ce que tu disais, ce qui peut peser sur la rentabilité de leur investissement. Et il y en a même certains qui recherchent à faire des investissements qui ont un impact positif sur la société. Par exemple, l'emploi, le climat, etc. Donc, à travers tout ça, ce mouvement de l'ISR, il s'est largement développé. Il est développé surtout en Europe, mais il a fait beaucoup de progrès en Amérique du Nord récemment. Et on estime qu'il représente à peu près 60% des capitaux en Europe et je crois 25 aux États-Unis. Et comment dire, c'est à travers cette conscience de la responsabilité qui font aussi pression, les investisseurs, sur les entreprises. Et ce qu'apporte le climat dans cette affaire, c'est pour faire le lien avec ce que vous disiez sur est-ce qu'on parle de finance durable, est-ce qu'on parle de finance climat. Je pense qu'effectivement il y a beaucoup de recoupements entre tout cela, mais si vous voulez, ce qui caractérise la question du climat, c'est deux choses. D'une part, il y a des échéances et il y a ce qu'on appelle un budget carbone de l'humanité. Donc le rythme est à peu près défini et tout ça c'est, comment dire, la science d'une certaine façon qui le dit. Et le consensus scientifique est maintenant très généralisé. Il n'y a pratiquement plus personne de sérieux pour le contester. Donc on a un calendrier, arrivé à la neutralité carbone avant la fin du siècle. Et on a une métrique, c'est-à-dire qu'on sait compter des tonnes de carbone produites par les activités économiques, et on sait aussi compter des tonnes de carbone qui relèvent de la responsabilité des financiers qui apportent les capitaux à ces activités de carbone émettrices. Donc l'existence de cette métrique est évidemment quelque chose qui permet de focaliser en quelque sorte les forces de l'ISR. Et pour faire le lien avec votre question sur l'adaptation, c'est un des problèmes sur la question de l'adaptation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de métrique commune sur la question de l'adaptation. Chaque sujet d'adaptation est un sujet local, en quelque sorte, et spécifique. Il n'y a pas de métrique générale. Maintenant, il y a des progrès aussi qui se font dans le domaine de l'adaptation, et ils viennent pour une bonne part, nous décrivons dans le livre, de l'industrie de l'assurance, par exemple, qui est la première concernée par les sujets d'adaptation, et qui probablement est aujourd'hui dans l'industrie financière celle qui innove le plus sur ces sujets, et qui entraînera les autres. En plus, il faut distinguer, quand on parle d'adaptation, des investissements publics. Faire des digues, ça c'est pas facile de financer des digues dans le delta du Gange, et c'est sûr, parce que ça demande beaucoup d'argent public. Mais il y a aussi une bonne partie de l'adaptation qui ne relève pas des questions d'infrastructure, et qui dépend de la prise de conscience des besoins d'adaptation par tous les acteurs économiques, y compris les acteurs privés. Et pour le moment, on est encore au début de ce sujet. Sur l'adaptation, je n'ai rien à ajouter, mais si vous voulez, je peux commencer une réponse sur les politiques publiques. Donc, une politique publique de tarification du carbone qui marche effectivement très bien. C'est, beaucoup de gens la connaissent, c'est celle de la Suède, qui a une taxe carbone qui tourne autour de 135 à peu près euros, en plus de sa participation à l'IETS, au système d'échange de quotas européen. Et donc, cette taxe existe depuis très longtemps, et donc on peut en mesurer les effets. Et apparemment, elle a servi principalement dans le domaine du chauffage urbain à permettre l'installation de réseaux de chaleur dans la plupart des villes de Suède. Et en tout cas, elle n'a pas, Maria, excuse-moi, mais en plus, elle n'a en aucun cas nuit à l'industrie suédoise, qui reste un des pays d'Europe dont le taux d'industrialisation est le plus élevé. Donc si vous voulez, contrairement aux arguments de ceux qui disent on va tuer l'industrie, non, c'est pas vrai. On peut mettre en place une taxe carbone à condition de la... Et celui-là, ils ont une très longue antériorité dans ce domaine. J'ajouterais comme exemple un sujet qui n'est pas sur le prix positif du carbone, mais sur la réduction, et qui concerne les pays du Sud aussi depuis peu, c'est tout simplement la réduction. Bon exemple de politique publique, c'est réduire les subventions aux énergies fossiles. Déjà, vous savez, c'est comme le serment d'Hippocrate, c'est primum non nocere, d'abord ne pas nuire. Et donc d'abord ne pas subventionner, ne pas utiliser l'argent public qui est rare pour subventionner des choses qui doivent disparaître.
et profiter du fait que les prix du pétrole sont relativement bas pour faire ça avec le moins de douleur possible, si vous voulez, parce qu'on sait que quand on enlève des subventions, en général, il faut compenser dans les secteurs avec d'autres types d'avantages. Et donc, c'est sur période de prix du pétrole bas qu'on peut le faire. Il se trouve qu'un bon nombre de pays, et notamment de pays en développement et émergents, ont pris cette voie. Je pense au Mexique, je pense au Maroc, et même l'Arabie Saoudite. Donc voilà des exemples de signaux, si vous voulez, qui se mettent en place, non pas de façon ordonnée, encore de façon chaotique, mais qui sont envoyés à tous les acteurs économiques. Alors, une autre politique publique que j'aime bien et qui porte ses fruits, puisqu'on a vu les résultats de l'efficacité énergétique allemande, on a vu des études très récentes qui montrent que l'efficacité énergétique en Allemagne s'améliore grandement. Eh bien, c'est la politique de financement mise en place par la KfW avec un dispositif de soutien aux banques commerciales. C'est assez malin. La BERD fait ça aussi pour l'efficacité énergétique plutôt de l'industrie, des PME, dans les pays de son champ, donc les pays de l'Est, mais aussi, je pense au Maroc. Et donc c'est futé, oui, c'est efficace aussi. Et pas très coûteux, et ça permet aussi, c'est un volet dont on n'a pas parlé, de bénéficier, par exemple le dispositif de la BERD, de bénéficier typiquement, les deux en fait, un mélange de soutien public avec un maillage de banque commerciale. Ça permet de mélanger des financements privés à des financements publics, d'avoir un effet levier. Et dans les pays qui ont un système financier, alors la BERD a un mandat pour le faire dans le monde entier, mais il faudrait voir si elle va dans des pays qui ne sont pas très structurés. Mais ça permet aussi de structurer le tissu des banques commerciales d'un pays, de structurer le système financier. Sur les 100 milliards, je pense que... on ne va peut-être pas détailler ici le sujet qui est assez technique, qui d'ailleurs a eu un mérite indirect très important, c'est de faire rentrer les ministres des Finances dans la négociation climatique, ce qui est en soi un gage de son succès pour l'avenir. Parce qu'honnêtement, le fait que vous savez, dans tous les pays du monde, même dans le pays le plus pauvre du monde, le ministre des Finances a vraiment du pouvoir. Ce qui n'est pas toujours le cas du ministre de l'Environnement. Et donc le fait que le ministre des Finances soit présent, les ministres des Finances soient présents dans la négociation, en soi, c'est un gage du sérieux de cette négociation. On peut dire sur les 100 milliards, si vous voulez, je pense qu'il ne faut pas réduire la question des 100 milliards à la question de l'aide publique au développement. La promesse de Copenhague de 2009 n'est pas une promesse de 100 milliards de flux annuels d'aide publique au développement vers le Sud, c'est une promesse de flux financier à dominante publique faite du nord vers le sud pour les besoins de la réduction des émissions et de l'adaptation à égalité. Le dernier comptage qui a été fait en 2015 par l'OCDE avec le think tank CPI. Je faisais référence tout à l'heure à l'importance des exercices de fléchage et de traçabilité des flux. Là, c'en est un très très bon exemple. Et il a montré que, il a mis en évidence un comptage où il y avait déjà, si je me souviens bien, 65 milliards. C'est ça. 65 milliards de flux annuels. Alors, les pays du Sud contestent ce chiffrage, bien sûr, et notamment, on a eu l'occasion avec certains dirigeants, c'est déjà d'en parler récemment aujourd'hui, notamment, et avec les autorités de la présidence marocaine, notamment, il faut voir, comment dire, comme toujours, c'est un cocktail. Donc, essayer de déconsolider ce qu'il y a dedans et montrer comment ça se compose, si vous voulez. En plus, il y a une difficulté, c'est que les pays du Nord ne peuvent pas s'engager sur des durées pluriannuelles, parce que la pluriannualité budgétaire sur ce genre de flux, c'est très difficile, surtout en période de crise. Et en plus, en période de renouvellement politique, etc. Mais moi, je pense qu'on va réussir à atteindre le flux de 100 milliards Nord-Sud pour 2020. Je suis convaincu qu'on va y arriver. Je voudrais juste dire un mot aussi sur une question qui n'est pas la question de notre livre. Même si indirectement, il y a bien sûr un lien. Oui, premièrement, nous sommes plutôt optimistes, nous sommes réalistes, et notamment nous sommes conscients du fait qu'il y a, y compris dans l'industrie financière, il y a du greenwashing, il y a du bluff,
il y a des pratiques financières qui sont encore totalement nocives, et pas seulement d'ailleurs parce qu'elles nuisent au climat, mais aussi parce qu'elles conduisent à de l'évasion fiscale à grande échelle, etc. Notre conclusion du livre, c'est que nous pensons qu'il y a des phénomènes à l'échelle mondiale, des mouvements à l'échelle mondiale qui vont dans le sens de la correction de ces aspects les plus négatifs de la finance et de l'économie mondiale. De ce point de vue-là, nous restons plutôt optimistes, même si c'est un combat permanent. Et sur les sujets que vous évoquez, il est clair, là, notamment le commerce illégal des espèces protégées, du bois, et notamment sur le continent africain, ou la disparition des stocks de poissons dans les océans, il est clair que là, on a besoin d'autorité et de capacité à punir. De ce point de vue-là, d'ailleurs, le fait que la Cour pénale internationale ait très récemment décidé d'inscrire les crimes contre l'environnement au niveau des crimes contre l'humanité est un signal extrêmement important et extrêmement positif. Et d'une certaine façon, ce qui s'est passé, que nous évoquons à la fin du livre, ce qui s'est passé récemment sur les questions de la fraude fiscale internationale et de l'évasion fiscale, le consensus mondial récent qui s'est créé dans ce domaine est un point essentiel. Vous voyez, si je fais le lien avec le climat, je vous disais, l'argent public est minoritaire, il le restera minoritaire, c'est normal, c'est de l'arithmétique. Mais encore faut-il en avoir quand même, quoi, si vous voulez. Donc commençons déjà par faire en sorte que les ressources fiscales n'échappent pas aux États. Pardon. D'accord. Donc, comme vous dites, l'accord de Paris ouvre un boulevard à la finance publique, à la finance internationale. S'il y a la possibilité d'investissement très important. Je crois qu'on ira probablement vers une 4e révolution industrielle. Ça ouvre la possibilité d'investissement. Alors, question, combien de temps prendra cette transformation de l'économie mondiale? C'est important. Si le problème du climat est urgent, peut-être que le raisonnement des investisseurs et des financiers n'est pas aussi urgent que cela. Première question. Deuxième question, les banques sont mues. Les banques sont mues par le profit. Est-ce que ces investissements vont dégager des profits suffisamment importants pour les amener à faire ce déplacement rapide vers des industries vertes, on va dire? Merci. C'est vrai, nous avons finalement très peu de temps. La réussite de la transformation en économie du monde, si on se fie, et il y a toutes les raisons de faire à l'avis des scientifiques, ça se décide dans les 20 ans qui viennent. Et effectivement, un bon nombre de financiers considèrent que 20 ans, c'est un horizon extrêmement long. C'est d'ailleurs Marc Carnet, qu'évoquait Maria tout à l'heure, a donné un nom à ça. C'est ce qu'il a appelé la tragédie des horizons. Le fait que les besoins de transformation de l'économie du monde soient à 20 ans et que les horizons des gestionnaires d'actifs, mais aussi des banquiers, soient plutôt à 3 ans. Et pour un bon nombre d'investisseurs, même si vous voulez, quand on leur dit vous avez des risques sur votre portefeuille d'actions, sur votre portefeuille d'obligations, sur votre boucle de prêt, ils disent attendez, c'est pas très grave parce que ça tourne très vite. Alors ce qui change, c'est que justement un bon nombre d'acteurs, de très grands acteurs de l'économie, c'est plus un phénomène, c'est ça que nous décrivons. Hein. Quand Maria disait tout à l'heure des coalitions d'investisseurs, c'est pas des coalitions de petits joueurs spécialisés de la banque éthique ou coopérative. Non, c'est Bank of America, c'est CalPERS, vous voyez, c'est des géants de l'industrie financière. C'est dans l'assurance AXA, Allianz, qui disent non mais AXA, Allianz qui disent un monde à plus de 2 degrés n'est pas assurable. Donc des immenses banques. Je pense que d'ailleurs l'industrie financière française, de ce point de vue-là, permettez-nous d'être un peu patriotes et plutôt en pointe, sortent par exemple du financement du charbon. Donc, et vous savez, l'industrie financière fonctionne beaucoup, comme la plupart des activités humaines d'ailleurs, sur la base du mimétisme, c'est-à-dire dès lors que le mouvement est lancé, notamment par les leaders, ça suit, quoi. Et il y a un phénomène de boule de neige. Donc oui,
je pense que, comme ça, sur la profitabilité peut-être des investissements, qui est un point essentiel. Oui. Alors, je dirais, pour accélérer, il n'y a pas... la responsabilité seule n'est pas suffisante, je pense. Enfin, on l'a dit, il y a l'augmentation des politiques publiques, il y a l'appui des finances publiques à la mobilisation des capitaux privés. C'est tout un ensemble d'écosystèmes financiers qu'il faut réorienter. Sur la profitabilité, c'est assez inégal en fait. On voit que maintenant, des actifs bas carbone sont beaucoup plus profitables, que rentables, que certains actifs à forte émission. Par exemple, les énergies renouvelables dans certains pays, là, comment dire, en Arabie, en Amérique latine, les coûts baissent et ils deviennent rentables. On peut dire aussi que dans un bon nombre de cas, c'est pas seulement la rentabilité pure, enfin en tout cas ce qui limite la rentabilité des actifs verts, c'est quelquefois la petite taille qui les caractérise. C'est parce que, prenons le cas des économies d'énergie, de l'efficacité énergétique, si ce domaine progresse moins vite que les énergies renouvelables, c'est pour une bonne part parce que c'est beaucoup plus difficile à adresser pour l'industrie financière, parce que c'est une multitude de petits objets qu'il faut traiter. Et c'est là où on a besoin de l'ingénierie financière et de la créativité, en gros, de l'industrie financière, pour créer des systèmes d'agrégation qui vont permettre de refinancer des banques ou faire refinancer par des banques publiques, des banques commerciales qui elles-mêmes adressent une multitude de petits investissements, regroupés, vous voyez, par exemple, des choses qui étaient devenues des gros mots parce que c'est directement associé à la crise financière de 2008, comme la titrisation, par exemple. On peut avoir un usage extrêmement vertueux de la titrisation si elle est mise au service de l'émission d'obligations vertes à partir de crédits qui sont attribués à des particuliers, à des PME, par des banques, qui vont permettre d'attirer massivement des capitaux vers ce secteur. Un des sujets les plus difficiles aujourd'hui, ceci à notre avis, on le dit dans le livre d'ailleurs, même si on n'a pas suffisamment de temps pour le traiter, et de ce point de vue-là, le Maroc a un rôle, s'apprête à jouer un rôle très très important sur ce secteur à l'occasion de la COP22, c'est l'agriculture. Parce que c'est un point qui touche à la fois aux questions de réduction, d'adaptation, et qui touche des problèmes sociaux absolument colossaux. C'est 40% des emplois mondiaux, 80% de l'alimentation mondiale, c'est la source principale des migrations internes aux pays du Sud, des migrations de la campagne vers la ville, etc. Donc une bonne partie de l'avenir du monde se joue sur la façon dont nous allons être capables de traiter les mutations agricoles à faire, et de permettre, et de lutter contre la désertification, etc. Et pour le moment, les systèmes de financement de la mutation de ce monde agricole qui se caractérise avant tout par une grande parcellisation, les systèmes de financement ne sont pas encore tout à fait au point. C'est peut-être le domaine où il y a le plus d'imagination à développer. Permettez-moi de compléter sur quand je vous parlais de l'importance aussi des politiques publiques, etc., il y a un autre aspect qui est très important, je crois, là où les capitaux ne manquent pas, c'est également le savoir-faire, excusez-moi, le savoir-faire industriel dans les domaines à financer, qui à certains endroits manque, dans certains pays d'Afrique notamment, pour installer par exemple des fermes solaires qui seraient tout à fait rentables. Les capitaux existent pour ça, capitaux publics, privés, etc. Mais comment dire, les équipes opérationnelles ne sont pas assez nombreuses. Il n'y a pas assez de projets. Dans bien des cas, les financiers disent qu'il y a plus d'argent mobilisable sur les projets verts que de projets verts. Ce qui peut avoir un effet pervers en faisant monter le prix des projets, tout simplement. Donc, le renforcement des capacités, la formation, l'expérience, tout ça, c'est aussi essentiel pour accélérer. Et le renforcement des capacités, c'est pas seulement sur les administrations publiques, c'est aussi à l'intérieur du secteur financier. Et à vrai dire, autant d'ailleurs au nord qu'au sud. Ouais.
et dans les collectivités territoriales et partout. Oui, je oubliais de vous dire un truc qui... En fait, c'est un slogan, le slogan de la BEI, qui nous plaît beaucoup, qu'on a mis à plusieurs reprises dans le livre, et qui est Putting Climate in Everything We Do, et qui résume un petit peu... mettre le climat dans tout ce que nous faisons. C'est ça. Et un peu l'état d'esprit qu'il faudrait avoir maintenant, se préoccuper dans toutes nos décisions financières notamment de l'effet bénéfique ou non sur le climat. Parce que, encore une fois, comme le disait Maria tout à l'heure, ce n'est pas une activité de niche, c'est la totalité de l'industrie financière qui doit prendre ça comme sujet. Et de ce point de vue-là, nous pensons qu'effectivement la finance verte, la finance climat, la finance verte, la finance soutenable, c'est l'avenir de la finance. Et peut-être même que c'est la chance de la finance que de prouver son utilité en tant que branche de l'économie. Il y a une chose qu'on n'a pas dite dans le livre que je peux me permettre de vous dire là, parce que entre nous, c'est qu'il y a on a un type qu'on aime bien d'ailleurs, qui est un journaliste connu en France, qui s'appelle Hervé Kempf. Je ne m'engage que pour moi, Maria. Je ne t'associe pas forcément à ce que je vais dire. Mais qui est... non, parce qu'on a des débats très importants sur les positions qu'on défend et on n'est pas toujours totalement d'accord sur tout. Et donc, bon, soyons démocratiques. Oui, Hervé Kempf a écrit un livre il y a plusieurs années qui disait « Pour sauver la planète, il faut sortir du capitalisme ». Et bon, vaste programme, quoi. Comme vous l'avez compris, nous on est réalistes, c'est-à-dire que d'abord, comme dit un philosophe français qui s'appelle Bruno Latour, le capitalisme, quel est le numéro de téléphone? Et s'il faut attendre de sortir du capitalisme et d'avoir trouvé autre chose pour sauver la planète, on risque malheureusement d'avoir un réchauffement bien supérieur à 2 degrés et de ne plus avoir de poissons dans l'océan. Donc notre idée c'est plutôt le contraire. C'est-à-dire que peut-être que pour la finance, l'économie financière, disons version la plus récente de ce qu'on appelle le capitalisme, la chance de se sauver, c'est de prouver qu'elle est capable de régler le problème du climat. C'est plutôt ça que nous pensons. C'est le test. Tout simplement parce qu'elle est en phase avec... Tu es d'accord? Oui, bien sûr, je suis d'accord. Et je ne dis pas à vivre le capitalisme, à bas le capitalisme non plus, mais la finance climat a ceci de particulier qu'elle est en phase avec l'économie réelle, qu'elle doit se prouver en mesurant, en fléchant, en assurant la traçabilité, donc l'efficacité des flux financiers. Et donc là, c'est ce qu'on appelle de la finance utile. Et c'est pour ça qu'on dit presque que la finance climat peut changer pour partie de la finance, en tout cas pour but de changer l'économie, c'est sûr. Enfin bon, on est peut-être un peu optimiste. Je peux ajouter une petite question, s'il vous plaît. Moi, je crois que effectivement, la situation actuelle, comme vous l'avez dit, c'est presque un test pour le capitalisme vert, pour voir est-ce qu'il va sortir de sa vulnérabilité pour prouver sa résilience au climat. Je pense que c'est effectivement une phase très importante. Je voudrais vous demander, est-ce que vous abordez dans votre livre, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots? Par exemple, les actions d'une entreprise fortement émettrice sont condamnées à terme à voir leur valeur baisser. Elle peut baisser pour 2 raisons. En raison du réchauffement climatique lui-même. Par exemple, une catastrophe, un ouragan, elle peut, bon, ça c'est l'aspect physique, elle peut baisser, comment dire, en raison de la mise en place d'une politique publique beaucoup plus contraignante, qui peut venir justement après une catastrophe naturelle. Et la valeur de ces actifs sont souvent basée sur par exemple les réserves de pétrole, sur l'évaluation dans l'avenir. Et ce
ce qu'a dit ce think tank, c'est qu'il faut réévaluer la valeur d'avenir de ces actifs en fonction de la contrainte climatique. Est-ce que je réponds à votre question ? Et de fait, pour aller dans le sens de la réponse à votre question, ce raisonnement-là, parce qu'il a été tenu par des gens qui, par un think tank qui fait aussi de l'activisme, et en parlant aux financiers avec un langage de financier, a véritablement une efficacité sur beaucoup de grands investisseurs. Et il a d'autant plus d'efficacité qu'il a été repris par une autorité mondiale qui est le président du FSB. Qu'est-ce que ça a comme traduction maintenant? Pour comprendre que tout ça s'inscrit dans une dynamique, c'est que le FSB a lancé une task force qui est présidée par Bloomberg et qui doit, à la fin de l'année, ce sera après la COP d'ailleurs, rendre ses conclusions sur un sujet extrêmement important, c'est les méthodes qui doivent être adoptées à l'échelle mondiale par les acteurs financiers pour rendre public les risques, pour les acteurs financiers et par les acteurs industriels d'ailleurs, pour rendre public les risques carbone qui sont portés par leurs activités. Et essayer d'homogénéiser progressivement ces conditions de survie. Vous voyez bien que on peut dire ah, c'est jamais que de l'information, mais c'est très important parce que au fur et à mesure que vous amenez l'ensemble des acteurs économiques et les acteurs financiers en particulier à rendre public ce qu'est réellement le risque climat, vous créez un phénomène vertueux et vous créez, parce qu'il y a toujours de l'aversion au risque, vous accélérez le mouvement d'orientation vers le vert. Donc oui, maintenant, ne nous voilons pas la face, c'est encore trop faible. Il y a encore 50% des investisseurs du monde qui n'ont pas de politique climat du tout. La plupart des fonds souverains ont des actions en direction des énergies renouvelables, etc., mais n'ont pas de politique, à l'exception notable du fonds norvégien, dont nous parlons beaucoup et qui est un de nos héros en quelque sorte, n'ont pas de politique globale climat. Donc il y a encore un énorme chemin à faire, bien sûr. Mais si vous voulez, ce que nous pensons, c'est que la dynamique qui est engagée maintenant est pratiquement irréversible. Bon, pour clarifier, les flux, les besoins de financement à l'échelle mondiale sont estimés à 1000 milliards. Dans l'énergie. Ouais. Et actuellement, les flux, et c'est aussi des estimations, c'est pas précis, sont estimés à 360 milliards. Ça c'est pour l'énergie, hein, au seul secteur de l'énergie. Donc vous voyez que le rapport, il est de, disons, 1 à 3 dans le domaine, si on prend l'ensemble des besoins d'investissement globaux, ils sont chiffrés plutôt à 5 000 milliards, 5 000 milliards à l'échelle mondiale. Et c'est plus difficile d'estimer les montants actuels, mais c'est pareil, on est plutôt dans des ordres de grandeur de, vous voyez, moitié, tiers. Donc en fait, produire des effets de substitution qui permettent de doubler, tripler dans les 15 ans qui viennent les montants d'investissement nécessaires, c'est pas quelque chose d'insurmontable. Alors, il y a un risque, c'est que, puisque tu dis que les besoins d'investissement en infrastructure, ils sont de 5 000 milliards, c'est que ces investissements ne se fassent pas, qu'ils soient verts ou pas. Et là, c'est plutôt une question de développement, de flux de capitaux. C'est sûr que les besoins de financement des infrastructures à l'échelle, c'est d'ailleurs une des difficultés de toute cette affaire, c'est qu'on a besoin à la fois de financer des gros objets, des infrastructures, et de financer une multitude de petits objets. Pour financer des multitudes de petits objets, on n'a rien inventé mieux que les banques de terrain, les banques commerciales, etc. Pour financer les gros objets, les banques y participent, mais il n'y a pas que les banques qui peuvent le faire. Et c'est sûr que les deux sujets ont chacun leurs difficultés respectives. Dans le cas des gros objets, il faut en gros faire des sandwich clubs de financement et de l'ingénierie financière. Dans le cas des petits objets, il faut trouver de bonnes raisons pour que les banques s'en occupent. Pardon, simplifier les choses à l'extrême, tout ça est beaucoup plus compliqué que ça, mais en gros, ça se ramène, la finance, c'est ce que nous disons, nous pensons. Non, ce que nous essayons de montrer dans la finance est plus simple qu'il n'y paraît. Et souvent, les financiers donnent l'impression de faire des choses extrêmement compliquées, mais en fait, ça se ramène quand même à des choses relativement simples. Non, rendons honneur quand même aux grands techniciens de la finance qui font les objectifs, les équations, enfin, les équations au sens politique.
c'est assez simple. Vous disiez à l'instant que ces 50% de fonds de pension n'avaient pas de politique climat. Qu'est-ce qu'ils attendent en fait? Les investisseurs. Les investisseurs, c'est-à-dire quand on dit investisseurs, c'est à la fois les fonds de pension, Qu'est-ce qu'ils attendent? les assureurs, les gestionnaires d'actifs d'une façon générale, etc. Bah, je pense qu'ils attendent, enfin, je pense que le mouvement les concerne de plus en plus, mais ils attendent de voir si effectivement c'est sérieux, si on va leur imposer des règles, s'ils ont suffisamment d'opportunités d'investissement, et je pense qu'ils n'ont pas encore suffisamment conscience des risques. Ils ont probablement des autorités, des boards, des conseils d'administration qui ne sont pas encore très exigeants. On constate que souvent, vous savez, il y a deux choses qui poussent les acteurs, c'est leur conseil d'administration et puis les assemblées générales d'actionnaires et les parties prenantes. Quand ils sont un peu à l'écart de ces tensions, ils se mobilisent moins vite. Vous avez choisi d'écrire le livre en français. Le langage de la finance climat est anglophone. Est-ce que vous pouvez voir aussi une version anglaise du livre? Mais c'est très important de s'adresser à la communauté mondiale de la finance climat. C'est parfaitement juste. Est-ce que dans votre livre, vous n'avez pas un petit peu, c'est-à-dire essayer un petit peu de tracer un certain nombre de pistes à explorer pour les indices financières, donc pour qu'il y aura une conciliation entre finance et climat? Merci. Oui, il y a beaucoup de pistes. Et ça dans chacun des métiers de la finance. L'assurance peut faire beaucoup en tant qu'investisseur. Elle peut aussi trouver des produits d'assurance qui assurent des risques qui ne sont pas assurés actuellement. Et qui ont, notamment à l'occasion de catastrophes naturelles, qui sont de plus en plus fréquemment liées au climat, ont des conséquences importantes. Les banques, donc on l'a dit, sont au cœur de ce qui peut être fait, notamment pour les ménages, les crédits aux ménages, aux PME. Les investisseurs, donc on vous l'a présenté longuement, donc il y a plein de solutions. Mais on peut dire, sans doute, comme je vous disais tout à l'heure, qu'une des thèses qu'on défend, et on y consacre, comme l'a dit Maria tout à l'heure, une part importante de la fin du livre, c'est que pour nous, un facteur d'accélération, dans l'attente d'un alignement de tout qui prendra du temps, de tous les signaux envoyés par les politiques mondiales, politiques publiques mondiales, la question essentielle, c'est l'utilisation stratégique de l'argent public. Et notamment le rôle des institutions financières publiques à l'échelle mondiale, qu'elles soient multilatérales, bilatérales ou domestiques. C'est pour ça qu'on est très heureux de faire cette première présentation à la Caisse de dépôt et de gestion, parce que c'est une institution stratégique de ce point de vue-là. Parce que la relation publique-privée, en gros dans le domaine financier, va jouer dans les 10 ans qui viennent un rôle absolument essentiel. C'est le principal accélérateur, enfin un des principaux accélérateurs. C'est bon, le secteur financier a bien intégré les univers. Alors, je vous remercie pour votre présentation qui a été très riche, mais qui ne nous enlève pas la curiosité de lire votre ouvrage. Merci beaucoup et merci à vous. Merci. Moi, je voudrais, du point de vue un peu éthique et droit, ce que vous en pensez, parce qu'en fait, on dit que d'ici 5 ans déjà, avec le réchauffement climatique, ça va être catastrophique pour l'humanité, alors qu'on voit qu'il y a encore 50% des investisseurs qui ne sont pas encore à même de comprendre qu'il y a un danger et que ça va prendre beaucoup de temps en fait pour mettre en place cette finance climat. Est-ce que, par exemple, il n'y aurait pas des règles contraignantes? Par exemple, je pense avoir entendu que la Cour de La Haye a établi maintenant qu'atteindre l'environnement est passible de crimes contre l'humanité. Est-ce que ce genre de lois, de règles ne pourraient pas être utilisées pour contraindre ces pays à aller plus vite? Oui, et d'ailleurs c'est un risque qui
risque qui est reconnu à l'échelle internationale, ce risque en responsabilité, c'est-à-dire que vous saviez, vous n'avez rien fait. Par exemple, en ce moment, ExxonMobil est attaqué par, je ne sais pas si c'est l'État fédéral ou aux États-Unis, pour n'avoir pas non plus pris en compte ce risque climatique qu'ils connaissaient. Comment dire, et évidemment, à mesure que ce risque climatique va s'aggraver, il est fort probable que les règles vont devenir de plus en plus précises. L'important, c'est bien sûr d'anticiper. C'est ce que dit Marc Carny, le président du FSB. Il faut que cette transition se fasse de façon ordonnée pour éviter, par exemple, on vous a parlé de certaines valeurs, qu'elles s'écroulent brusquement, et ça, c'est dans les sphères financières. Si on en juge par ce qui s'est passé au cours des 5 dernières années, que nous racontons dans le livre, il y a toutes les raisons d'espérer qu'effectivement ce mouvement d'accélération se poursuive. On n'imaginait pas du tout qu'il y aurait un tel phénomène, un tel processus tel qu'il s'est dégagé au cours des dernières années, qu'on arrive à un objectif pareil dans l'accord de Paris. Donc on peut penser que ça va continuer comme ça. C'est bon ? Merci. Merci à vous.